Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Mon ami el gringo. Encore une intro où on me fait... pour des raisons, malheureusement, les gars de droit, on s'est déjà fait striker la dernière vidéo du live. On était obligé de vous mettre quand même cette petite musique de la Ligue des Champions. Je ne te demande pas comment ça va. Ouf, quelle soirée incroyable. On a encore passé par tous les sentiments, mais ça y est, enfin, on la tient, notre qualif officiellement. Ouais, mais attends. Finalement, on le savait ce qui allait se passer, Naïm. Allez, les gars, je vous mets juste en image. Vous n'avez même pas besoin de regarder le match. Écoutez. On a des attaquants qui sont revenus en forme, donc je pense qu'on va le débloquer ce match. Et ouais, j'aurais dit 3-1, donc pas loin de Quentin. Bon, moi, je vais vous dire que je connais exceptionnellement bien mon Olympique de Marseille depuis de très très longues années, et je connais l'OM dans les moments décisifs. Donc, je dirais 0-0 à la mi-temps. Je vois bien, moi, un but à la dernière minute. Mais je pense qu'on va souffrir de la première à la dernière minute. Voilà, mon ami El Gringo, vous connaissez le scénario. On n'est pas toujours tombé juste sur les prédictions, mais bon, là, j'avoue qu'on n'a pas été mauvais. On connaît tellement cet Olympique de Marseille, El Gringo. Il y a tellement de choses à dire sur ce match-là. Les amis, il y a tellement d'images extraordinaires. On pourrait faire une diapo de toutes les images incroyables. Mais il y en a quelques-unes qui ont retenu notre attention. Mais vous verrez à la fin, l'outro, elle est comme d'habitude extraordinaire. Vous verrez les plus belles images de la soirée. Mais moi, je ne savais pas, Naïm, qu'on avait au sein de cette équipe de l'Olympique de Marseille, en fait, un futur capot. Un futur. Alors, il a moins joué sur le terrain, mais en tout cas, hors terrain, il a été ultra décisif hier. On vous met la petite vidéo. Alors, il y a tellement de vidéos. Il y a Ambou qui a posté, il y a Mel Yo-Yo qui ont posté. À l'aéroport, là, ils étaient des centaines et des milliers, j'ai envie de dire, pour les accueillir à 2h40 du matin. On se rend compte que le jour où on ramène un titre, je pense que cette ville-là explose. On vous met quand même celle-là parce que pour moi, elle montre parfaitement, Naïm, ce que peut représenter l'OM pour les joueurs et aussi pour les supporters. Naïm, on va devoir couper ça au montage. Non, vous savez quoi, les gars, on vous le laisse. On ne fait pas de montage cette fois-ci. Mais ça montre bien cette... Benassia, il n'a pas parlé de joie. Hein. On a vraiment entendu la notion de soulagement. Oui, c'est compréhensible. En fait, il y a un truc qu'on a beaucoup répété sur la chaîne cette année, c'est qu'on a été trop dur. Je trouve que les gens ont été trop durs avec cet OM-là. Parce on dirait qu'ils ont jamais considéré d'où partait l'équipe et où elle était en train d'arriver. Et donc, ça, je l'ai retrouvé dans les interviews de De Zerbi de Benassia qui rappelle des choses très importantes. C'est que, et ça pareil, c'est quelque chose qu'on dit souvent, la Ligue 1 est dure. La Ligue 1 n'est pas le meilleur championnat en termes de qualité technique, mais c'est peut-être le plus fort physiquement, avec des entraîneurs qui ont très souvent contre l'Olympique de Marseille des idées de jeu minimalistes, c'est-à-dire tous derrière, on ferme les espaces, on joue les contres, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de capacité athlétique. Donc c'est dur. C'est dur. De toute façon, le fait qu'à 2 journées de la fin, tu as encore 6 équipes qui jouent la Ligue des Champions, ça te montre déjà que tu as 6 équipes qui ont un bon niveau. Et derrière, et le fait qu'il y ait 4 de ces équipes-là qui aient perdu hier, ça te rappelle que la difficulté de gagner chaque match. Donc moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit De Zerbi et Benassia. On minimise énormément le fait d'avoir fini deuxième. Il y a des gens qui te disent oui, c'est normal, tu joues pas la Coupe d'Europe et tu as une bonne équipe, tu dois finir deuxième. Non, c'est pas ça le foot. C'est quand tu chamboules ton effectif, que tu changes ton entraîneur qui a une philosophie de jeu totalement différente, réussir ce qu'a réussi l'OM, c'est pas facile. Et c'est une très très belle performance. Ouais, et j'ai l'impression que c'est toi qui écris. Je suis pas sûr que c'est pas toi qui écris les textes de Roberto De Zerbi dans l'histoire, parce que hier, on l'a senti en conférence de presse soulagé. Mais surtout agacé par ce qu'il a vécu cette saison, parce que ce match, Naïm, il résume un petit peu aussi cette saison, des faits de jeu, match arrêté. Pour reprendre quand même
l'entièreté de la saison, on a énormément souffert, tous, que ce soit tous nos abonnés, que ce soit nous en préparant les vidéos, parce qu'en fait, on s'est mis dans la peau d'un leader de Ligue 1, parce que des grands noms sont arrivés à l'Olympique de Marseille cet été, alors qu'il n'y avait pas de qualif en Coupe d'Europe. Mais la Ligue 1, avec les noms, ça n'existe pas. Tu peux mettre les 11 meilleurs noms, tu ne gagneras peut-être pas la Ligue 1. Et ça, il a fait Roberto De Zerbi en mettant une pointe aussi aux journalistes, en disant que vous avez inventé des histoires sur nous pour nous faire mal. Déjà que ça a été très compliqué avec l'arbitrage cette saison, des suspensions. Moi, hier, j'étais déçu de ne pas voir Pablo Longoria sur le terrain. Et c'est vrai que tu vois, il y a ce sentiment d'orgueil qu'ont eu les joueurs, même sur ce match-là, tu vois. De Zerbi dit, on est revenu sur le terrain comme quelqu'un qui allait promener son chien, tellement on était en mode relax, on croyait que ça y est, le match était terminé. Mais il y a cet orgueil, Naïm, il y a cet orgueil. Et cette vidéo, on vous l'a dédié, on fait moins d'analyse tactique comme on a l'habitude de vous faire, mais on va plutôt vous retracer l'histoire de ce match-là. Parce que je pense qu'il y a vraiment des momentum sur ce match-là. Et Naïm, on voulait vraiment montrer comment un match complet, ça se construit et comment ça peut se terminer, surtout quand il y a du talent de manière… Naïm, on a du talent de façon extraordinaire quand même. Ouais, c'est vrai, il s'est passé tellement de choses en une soirée. En fait, le match, il aurait pu être plié au bout de 2 minutes de jeu. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelque chose. Sur l'avant-match, il a dit, bon, si on marque rapidement, c'est bon, on leur met 4 ou 5. Ouais, c'est ça, on avait dit c'était soit ça, soit le match allait être compliqué. Et au bout d'une minute, 2 minutes, là, tu as cette action où tu as Roro qui contre Guéry. Et ça aussi, c'est un peu un résumé de cette saison où on a quand même été souvent malheureux. Faut le dire, hein, je rappelle souvent que les 2 poteaux d'entrée de jeu contre Lens et contre Auxerre, ils te changent totalement la physionomie du match. Si tu avais mis ces 2 buts-là, tu ne parlerais pas de défaite à l'heure actuelle, j'en suis persuadé. Donc voilà. D'autant plus, Naïm, que Roro, je l'ai trouvé très, très percutant. Et tout ce qu'on demande en fait à Luis Enrique ces derniers temps, qui ne fait plus, c'est de prendre le ballon. On a vu le coach un peu lui remonter les bretons en disant arrête de demander le ballon dos à la cage, mets-toi de profil et va défier, parce que c'est ça que tu sais faire. Ah, ils avaient peur de lui, hein. Ils sont venus à chaque fois à 2, et des fois à 2, ça n'a pas suffi. Nego a fait énormément de fautes. Vraiment, Quentin avait raison dessus, qu'il nous avait annoncé qu'il allait souffrir dans le 1 contre 1. Ça a été le cas. Il a été averti même beaucoup plus tard qu'il aurait dû, je pense. Mais ouais, très, très, très bon match d'Euro. Et il y a une autre chose aussi dont on avait parlé dans l'avant-match, c'était le fait qu'ils avaient du mal à suivre les joueurs qui se projetaient de l'arrière. Et là, tu le vois, c'est exactement ce qui s'est passé avec Rabiot. Tu vois qu'il n'est pas du tout suivi sur cette projection. Bon, alors, ce centre, ce centre est juste incroyable. Vraiment, c'est… Ah ouais, c'est cet extérieur déposé. Ça nous a rappelé les plus belles heures de Dimitri Payet. Mais vraiment, cette tête, on va voir le ventre. C'est la tête qu'il a mis contre Rennes, je crois. C'est la tête qu'il a… Il a marqué contre Lyon dans ce style. Bon, il était plus près de la cage, mais il excelle dans ce domaine. Bon, là, il est quand même un peu gêné. Il fait les gestes justes. Hein. Bon, il a pas de réussite. Et tu sens que même si ils viennent nous chercher haut quand on veut sortir les ballons, mais globalement, ils se regroupent rapidement très très bas. Et malgré tout, tu arrives à te créer des occasions sur leur perte de balle quand ils essayent de construire. Avec là encore cet enroulé de Greenwood où le gardien fait un arrêt vraiment exceptionnel. J'avais bien vu Gorgelin, un très très gros match de Gorgelin. Hein. Vraiment monstrueux. Exactement. Et donc, on arrive à la mi-temps, 0-0. Bon, on a les résultats des autres terrains qui sont positifs pour nous, d'une certaine manière. Je repense à notre live, Dave. Et tu vois, autant moi j'avais dit dans le live, moi je mets la maison que Rennes tape Nice. Parce que tu me l'as assez répété toute la saison, Naïm, tu me dis ces équipes-là ne sont pas des équipes protagonistes. Donc c'est des équipes, quand elles vont devoir faire le jeu, elles se retrouvent face à leurs contradictions sur le terrain. Donc quand il faut produire, il faut produire. C'est pas je défends et je contre. Sauf que Rennes, malheur au Niçois, Rennes a joué un match à domicile, un vrai match à domicile. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont tous perdu, mais ça ne te suffisait pas, du coup, mathématiquement, pour te qualifier en faisant ce match nul. Donc, tu te disais, en plus, tu sentais, malgré tout, même si tu dominais Le Havre, c'est ce qu'on avait dit, hein, contrairement à des équipes comme Reims ou Auxerre, ils sortaient en nombre sur les contre-attaques. Et ils ont été, je ne vais pas dire qu'ils ont été dangereux, mais tu sentais quand même qu'ils pouvaient faire mal sur une transition. Et donc, bon, tu n'étais pas à l'abri de te prendre un but. Puis, et cette action qui se construit de Rouli, là, pour moi, elle est importante. Et tu verras aussi que le but de Greenwood aussi.
Parce que j'ai un petit peu écouté l'after d'RMC où ils expliquaient qu'en gros, De Zerbi, il avait abandonné ses principes de sortie de balle de l'arrière, que le De Zerbi ball, on l'avait jamais vu cette année, alors que nous, on a montré l'inverse. On a montré que c'est vrai que c'était compliqué face à des équipes qui étaient bas de sortir de l'arrière, mais là, tu vois que c'est une action qui part de Rouli. Voilà, il prend un appui sur Rongier qui va aller chercher Balerdi. La passe de Balerdi est extraordinaire. Vraiment, elle est claquée. Tu vas voir qu'elle élimine 5 joueurs à vrai. Éliminés sur la passe dans le top 7 Europe des joueurs réussissant le plus de passes vers l'avant cette saison. Franchement, c'est impressionnant parce que voilà, on peut dire qu'on dit souvent qu'on joue à la balle derrière, etc. Ben, ça prouve que non. Ça prouve que Balerdi casse des lignes avec ses passes. Il y a une superbe ouverture d'Højbjerg, même s'il a un peu de réussite parce que le ballon bombe au moment où le défenseur va intervenir. Ben, tu te souviens, je vous avais dit que la réussite nous avait fait beaucoup de défauts cette année. Ben, on a eu un peu de réussite, beaucoup de réussite sur le but de Greenwood contre Toulouse, contre Brest, pardon. Et là, ben, un petit peu de réussite aussi, mais malgré tout, le but était loin d'être marqué. Et là, cette action, cette image, elle est vachement intéressante parce que tu vois, regarde, il y a le gardien qui sort, qui ferme l'angle, tu as un joueur qui revient sur sa droite, tu en as deux qui sont dans son dos, qui sont en train de revenir à gauche. Il faut vraiment avoir une lucidité incroyable et une qualité technique incroyable pour finir comme il a fini Amine Gouiri. Moi, je te le dis, on en parlera après, mon ami El Gringo. Amine Gouiri à l'OM en début de saison, ok, t'as pas la même saison. Ça, c'est un attaquant. Ça, c'est le 9 qu'on attendait. Ça, c'est le grand attaquant qu'on veut voir. C'est de la veine du Aubameyang, c'est de la veine du Alexis Sanchez. C'est des joueurs qui arrivent à porter l'attaque avec pas 40 000 occasions, mais qui sont d'une justesse technique et d'une lucidité devant la cage. On en a parlé avec Bafé Gomis. Je rappelle que vous retrouverez l'interview mardi de Bafé Gomis. C'est intéressant. On a plongé dans la tête de l'attaquant. Et mine de rien, Naïm, tu es dans un match décisif. Clairement, tu sentais que dans ce match-là, Naïm, il y avait dans l'air, il flottait quelque chose de qu'est-ce qui se passe sur les terrains, les téléphones qui se remettent à jour pour savoir qui a marqué, qui n'a pas marqué. Il y a ce biais cognitif qui est vachement important dans les matchs décisifs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la demi-saison qu'il fait est extraordinaire et pas que pour ses buts. Dans le jeu, il a été très très bon, encore une fois, très juste. Je repense à cette action où il met un petit pont avant de décaler sur le côté. Enfin, vraiment, j'ai trouvé excellent encore Gouiri. Donc, on pourra se demander ce qu'on a fait cette saison, sachant que dans notre bonne période, Mopé, qui est un joueur limité mais intelligent, avait été bon. Alors, tu te dis qu'avec un Gouiri qui est 10 fois plus fort que lui, effectivement, il y avait des choses à faire. Bon, écoute, on ne refera pas la saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment du match, tu es bien, tu es parfait. Coup sur la nuque du Havre qui subissait, mais qui défendait comme des chiens, à l'image de l'occasion où il compte 3-4 frappes à la file. Donc là, on savait que mentalement, ça allait être dur pour eux. Mais comme tu le dis, comme c'est l'OM, comme c'est cette saison incroyable avec des rebondissements sans arrêt, tu as cette coupure au pire moment pour nous, au moment où on allait leur mettre vraiment la tête sous l'eau, où ils étaient où ils venaient vraiment de prendre le but qui allait les tuer. Et si je ne me trompe pas, pas loin de ce moment-là, tu as Saint-Etienne qui mène. Donc ça veut dire que quelque part, le Havre est dans l'obligation de venir marquer un but, minimum de marquer un but. Saint-Etienne menait 2-0 à la mi-temps déjà. Donc déjà, en revenant des vestiaires, il y avait 2-0 pour Saint-Etienne. Déjà, il y a une pression monstrueuse. C'est-à-dire que, et nous, dans cette configuration-là, le peu de fois on l'a eu cette année, c'est quand on marque 4 ou 5 derrière. Hein. Tu nous laisses les espaces, tu laisses Greenwood avec l'espace, tu te projettes en nombre, c'est fini. Hein. C'est clair. Et donc, tu as cette coupure, on savait que ça pouvait potentiellement un peu couper les jambes. Et ça n'a pas manqué. Pourtant, on est monté haut pour les presser. Et tu as une action un peu anodine où ils sortent, où on ne presse pas très bien, ils arrivent à sortir. Et là, tu vois, à ce moment de l'action, je me visualise très bien me dire avec la vitesse qu'il a Murillo, il va pouvoir couper la transition. Sauf que je t'ai mis Ayou en avant parce qu'il y a un moment où Murillo, il prend l'info sur Ayou, ce qui est normal, pour se dire, je vais couper la passe vers Ayou. Et après, il prend l'info. C'est pas mal ce qu'il fait Murillo, en réalité. Il prend l'info des deux côtés. Seulement, il voit que le plus dangereux, c'est celui de gauche. Donc, du coup, le temps qu'il a perdu à prendre l'info dans un premier temps, à se dire, je vais fermer sur Ayou, c'est le temps qui lui manquera à la fin pour fermer. Et bon, surtout, je pense que sur cette action-là, je la revois encore. Et Balerdi a un carton jaune. Balerdi a pris un carton jaune
je crois qu'il est en première mi-temps, le jaune qui prend. Non, c'est en début de deuxième. Le deuxième, voilà. Assez bête d'ailleurs. Hein. Il allait Voilà. il allait boiter un mec qui était sur la ligne. Mais bon. Exactement. Et le Soumaré, c'est Soumaré, je pense qu'il a boité. Et c'est vrai que je me dis, pourquoi je pensais qu'il avait taclé, moi, pour pas laisser le gars centrer, parce qu'un centre comme ça, tu sais que c'est dangereux. C'est toujours occasion de but, quoi. Et ça passe devant le défenseur. L'attaquant, il arrive lancé. Un, il est en train de reculer, l'autre, il est en train d'avancer. Et ça a de fortes probabilités que tu puisses soit avoir une action très dangereuse. Ils en ont une aussi, hein, celle où il y a un centre sur la tête de ce même sous-marin en première mi-temps. La galette que lui a envoyé le capitaine Avré. Et c'est vrai que Naïm, là, on se dit à deux partout. Un partout. Un partout, pardon. On se dit, putain, on a fait le plus dur et ça y est, ils sont revenus. Et le pire dans le déroulé du match, c'est qu'on sait ce qui se passe sur les autres terrains. Oui, c'est frustrant quelque part. C'est pas dramatique parce qu'on sait qu'ils ne nous passent pas devant, même s'il y a Monaco qui nous passe devant. Et tu en as parlé, la deuxième place va être importante. Ce sera tout l'enjeu de la dernière journée. Mais voilà, encore une fois, c'est surtout le fait de se dire que le match, je suis là en main. Et sur une faute d'inattention encore, pour moi, c'est Garcia au départ qui est pris, qui ne doit jamais être pris par ce long ballon. Et c'est ce qui pousse en fait à tout décaler. Hein. C'est ça qui fait que Balerdi doit aller fermer à droite, que Wood doit aller fermer dans l'axe et qu'un joueur se retrouve sur le deuxième poteau. Donc voilà, comme tu le dis, on repart sur ça. Et il y a même, c'est un moment du match où c'est là où tu vois toute la psychologie du footballeur. Tu commences à douter et il commence à avoir des situations. Le Havre. On ne te dit pas qu'ils sont en train de nous acculer, mais quand même, tu sens que le vent est un peu en train de tourner. Et encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. C'est où je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis dans l'after, où apparemment il n'y a plus du tout de air du ball, on ne sort plus les ballons de l'arrière. Mais regarde, 84e, un partout, tu viens de te faire égaliser. La semaine dernière, Rouli a fait une grosse erreur de relance qui nous coûte 2 points. Et ben malgré tout, regarde, Rouli tente cette passe qui est quand même pas la plus sécure, tu vois. Moi, j'ai tremblé. Hein, mais bon, il a cette passe-là, du coup, qui va entraîner la construction sur le côté, Cornelius, puis Merlin. Puis là, on va voir une chose qu'on n'a quasiment jamais vue cette année et qui est un des plus gros reproches que je fais à Quentin Merlin, c'est le fait qu'il manque trop de verticalité. Il n'est pas capable de faire des différences et il a joué trop en retrait ou sur le côté cette année. Et là, il fait une vraie prise d'initiative. Il percute balle au pied pour aller décaler Luis Enrique, qui va ensuite faire un changement d'aile. Puis après, bon, là, il y a de la construction derrière, mais bon, on se retrouve face à ce bloc. Et apprécier le talent, quoi. En plus, quand je vois sa prise d'élan, je me dis, ils sont un peu loin, les défenseurs. Si c'est cadré, c'est but. Je me suis dit, ils sont un peu loin, mais je me suis surtout dit, lui, il est très loin. Ouais. Comme en plus, ce qui est bizarre avec ce joueur-là, c'est que tu ne sais pas de quel pied il frappe aussi fort du droit que du gauche. Donc, en fait, on a rarement eu un joueur avec autant de facilité des deux pieds, hormis Kamel Meriem, mais qui n'avait pas cette frappe de balle de loin. C'est-à-dire qu'il a une arme dans les pieds. Si on arrive à le mettre dans les bonnes dispositions, il cadre énormément. Et quand il cadre, ça fait mouche. C'est le même but contre Toulouse. C'est-à-dire que tu n'attends pas, bon, missile. C'est le temps. Je repense au débat qu'il y a eu dans l'année en disant aux critiques qu'il y a eu contre ce joueur. Moi, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au début où on ne se rend pas compte de la saison qu'on fait. Ah oui, il y a beaucoup de défaites, il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, etc. Mais on est deuxième en partant de très très loin. Et c'est une saison, c'est une saison. Exactement. Et lui, c'est pareil. C'est fou. On a un ailier, donc c'est pas un avant-centre, Greenwood. On a un ailier qui a marqué 19 buts, même s'il y a des pénaltys, il n'y a pas de souci, mais qui a mis des buts incroyables. Mais les gens s'en foutent. Pendant le match, je regardais sur Twitter. Greenwood, ça repart l'année prochaine. En gros, pour voir Greenwood, il marche, il s'en fout. Mais à croire que ceux qui suivent le ballon depuis des années, bon, je pense que c'est une minorité visible sur ces réseaux-là. Hein, parce qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent l'inverse. Mais si vous avez l'occasion de vous retaper les saisons de Messi au Barça, regardez le nombre de kilomètres parcourus par Messi sur un match. Et à l'époque, Guardiola dit, moi, je n'ai pas besoin qu'il fasse 10 km dans le match. J'ai besoin qu'il court comme un malade. J'ai juste besoin qu'il soit décisif au moment où j'en ai besoin. Ouais, puis il progresse quand même là-dessus. Il arrive c'est un joueur qui, je pense, depuis qu'il est tout petit, il est tellement au-dessus des autres que ses entraîneurs, depuis qu'il est tout petit, ils lui disent juste, voilà, ne défends pas, prends le ballon, il va marquer. Donc, mais surtout, maintenant c'est un pro. Tu as besoin de la fraîcheur de ce type de joueur-là pour des occasions décisives, tu vois. Tu as besoin de ça.
ce but, il est juste extraordinaire. Le but contre Toulouse est extraordinaire. Le but à l'aller contre Toulouse où il est enfermé côté gauche est extraordinaire. Le but qu'il marque contre Nantes à un partout là-bas et qui te ramène 2 points, c'est du grand talent. C'est un joueur pour moi qui est vraiment d'une classe incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un avec une frappe pareille. Vraiment, je crois qu'il faut revenir à Sauzé, hein, limite, même si Payet nous a mis des super frappes. Thauvin avait le truc de l'enrouler, tu vois, mais c'était juste quand il revenait sur son gauche, il était très dangereux. Ça le limitait un peu par rapport à Greenwood, où, comme tu dis, le but contre Toulouse, c'est du pied droit. Là, cette frappe, c'est du pied gauche. Donc voilà. J'ai jamais vu ça, l'OM, mec, frapper des 2 pieds aussi fort, pied droit, pied gauche, et cadrer une grosse partie de ses frappes. C'est surtout ça, parce que si tu tentes comme André-Pierre Gignac, qui tentait 280 fois par match, il avait une super frappe de pied droit, mais il encadrait une sur 10. Bon, quand il marquait, c'était ton but, hein. Mais lui, il nous a cadré énormément d'occasions. Ah, c'est fort. Et tu vois, j'avais dit que toute l'année, vraiment, en termes d'émotion, le but le plus extraordinaire, c'était celui de Jonathan Rowe à Lyon. Parce que pour le scénario du match, etc. Celui-là, il le talonne quand même. Hein. C'est le but qui t'amène en Ligue des Champions. C'est un but extraordinaire. On savait que c'était lui qui allait nous amener en Ligue des Champions. On l'avait dit, on rappelle à tous ceux qui nous suivent, vous êtes toujours aussi extraordinaires. On voit tous vos messages, on lit tous vos messages. Et on sait que vous aimeriez qu'on ait des millions d'abonnés, mais quelque part, on préfère, je ne vais pas dire on préfère, mais on a la communauté qu'on mérite et on a une communauté vraiment extraordinaire et qui nous pousse encore plus à faire mieux, Naïm et moi, à chaque vidéo. Et tout au long de la saison, on a essayé de ne pas tomber dans le catastrophisme avec Naïm. Notre ADN sur la Minute Tactique, c'est de laisser les émotions un peu de côté et de regarder ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que souvent, c'est une émotion qui va te faire un résumé d'un match, alors que ce n'est pas le cas, en fait, ce qui se passe sur le terrain. Ouais, exactement. Tu as raison d'appuyer là-dessus parce que c'est exactement ce qu'on a fait après Monaco. Et justement, on a vraiment beaucoup de gens dans les commentaires qui nous disaient « Ah, moi aussi, on n'a pas été catastrophique, c'est pas vrai. » Et tu vois, tout le monde nous dit il y a beaucoup de monde qui nous disait « Ouais, on va finir 6e, 7e après Monaco. » Et ben non, nous, dans les gens qui nous suivaient, il y avait beaucoup de monde qui nous disait « Non, on peut encore le faire, il faut juste se relever la tête. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est des saisons, c'est long, c'est compliqué, il faut du talent. Et il faut des fois des sauveurs improbables. Cornelius, tu as remboursé ton investissement, Cornelius. Mais tu sais que je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, on a fait rentrer Ramos, on est à 6 derrière. Il reste 3 minutes. À quel moment tu peux te faire avoir dans une passe entre 2 joueurs? Encore une fois, j'en reviens à la psychologie du footballeur. C'est-à-dire que là, dans un autre match, je pense que dans un match de milieu de saison, contre le Havre en menant 2-1, tu les accules pendant les 5 dernières minutes chez eux, où tu tiens le ballon, tu t'affoles pas. Et jamais, en tout cas, tu te retrouves dans cette situation où pendant 5 minutes, le Havre, vraiment, tu as acculé dans tes 20 mètres. C'était l'OM contre Lens, c'était l'OM contre. Exactement, c'est du jamais vu. Et d'habitude, tu les maîtrises bien, ces situations, parce que tu as cette possession, tu t'affoles pas, tu gardes le ballon. Et là, écoute, c'est toute la psychologie. Et comme tu dis, en 2 touches, il t'élimine toute ta ligne de défense en une passe. Et tu as ce tac, c'est incroyable. Hein, d'ailleurs, sa réaction derrière, elle est à la hauteur du sauvetage. C'est un 50 millions, tout simplement. Et j'aime bien parce que, tu vois, Naïm, on dit toujours je te dis toujours, il y a plusieurs étapes dans une saison avec des joueurs qui se révèlent dans une première partie, une deuxième partie de saison. Et j'ai l'impression que cette saison, chaque joueur a eu un peu son moment de gloire, en fait, dans la saison, tu vois. Et je peux commencer par Roulier en début de saison, en passant par Murillo à droite, Balerdi, par Kondogbia, qui a eu un moment, par Merlin, qui a été très efficace au début de saison. Et je peux te les citer un par un. Par Mopé, qui a porté un moment l'attaque. Ulysse Garcia Nadir qui a fait des très bonnes entrées par moment. Ulysse Garcia aussi qui a fait pendant la saison. Amin Harit en début de saison. Et finalement, tu vois, c'est ça, Naïm, une saison. Et elle se finit sur un sauvetage de Cornelius qui joue parce que Kondogbia est absent. Et là, Naïm, moi, quand je vois ce tac-là, je me dis, c'est fini, il ne peut plus rien nous arriver. Ça y est. Ouais, là, on était quand même un peu plus serein. Bon, quand j'ai vu 8 minutes d'arrêt de jeu, je me suis dit, bon, on va quand même attendre, un petit peu. Et puis, tu as
pareil, ça pouvait pas se finir qu'à ce 2-1. Il fallait encore quelque chose avec ce défenseur qui se trouve, qui nous rappelle quand même la vitesse incroyable de Luis Enrique quand il a envie. Parce qu'il lui prend 3 mètres. Et bon, le geste, voilà, on n'en a pas trop parlé, c'est anecdotique parce que la seule chose qui comptait, c'était que ça rentre, mais la finition, elle est incroyable encore. Oui, il aurait pu donner Luis Enrique, mais bon, il a dit non, je marque. Puis ça rejoint un peu ce que lui dit. Il le répète beaucoup, Gouiri, que le coach lui dit je veux que tu sois un vrai buteur qui ait le sens du but. Et ça en fait partie. Il marque des buts même du point de vue. Il lui a dit je veux pas que des buts à mortier poitrine ciseaux. Et en fait, ce qu'on voit nous pendant les matchs, et je pense que c'est ça la réalité, c'est ce qu'on voit nous pendant les matchs. Le coach à l'entraînement doit se dire mais attends, tu as autant de talent, toi en fait, tu es aussi fort. Tu sais aussi bien jouer comme un numéro 10 que comme un numéro 9. Tu as la lucidité de l'attaquant. Tu as l'intelligence de jeu du numéro 10. Mon pote, entre guillemets, l'OM, ça va être ta vitrine, l'OM. D'ailleurs, en termes d'échanges gagnants, on pourra quand même parler de Brassier et Gouiri. C'était quand même intéressant. C'est le groupe de l'année. Ouais, sans parler de Wai qui n'a pas marqué un seul but du côté de Francfort. Mais Naïm, en fait, ça résume parfaitement cette saison, Naïm. C'est-à-dire que ce match-là, il est totalement à l'image de ce qu'on a vécu, des hauts, des bas. Mais comme l'a dit le coach en conférence de presse, on a vécu toutes les tempêtes et ne pensez pas une seule seconde que c'est facile de finir 2e ou 3e en Ligue 1, encore plus à l'OM. Et vous verrez dans l'interview de Bafé Gomis, on l'a mis pour ceux qui ont vu le live, quand il te dit, on a fait un sondage pendant le live, Naïm, où on a posé la question à chacun des suiveurs des 7 clubs en course, des 6 clubs en course pour la Coupe d'Europe. On leur a dit, qu'est-ce qui se passe si vous ne qualifiez pas en Ligue des Champions? Il n'y a pas une seule personne qui t'a dit, ça va être le feu, on va devoir changer tout le monde, il y a des départs. Il n'y a pas un seul gars qui t'a dit ça. Ouais, il n'y a que Lyon, parce que hors contexte, contexte financier. Voilà, c'est vrai. La réalité, elle est là. Tu as totalement raison. C'est pas pour une raison sportive. C'est pas pour une raison de pression des supporters. Pas du tout. Nous, la pression, il le dit, on est une ville de foot. On est une ville de connaisseurs, Naïm. Le stade est un public de connaisseurs. Et il l'a vu cette saison. Le stade n'a pas sifflé l'OM cette saison parce qu'ils savent que gagner avec le maillot de l'OM qui pèse 10 kilos de plus, c'est comme rentrer avec un sac lesté sur le terrain avant chaque match. Donc, il faut que tu sois plus rapide, plus physique, plus technique et finir sur le podium. Et surtout, 2e, je pense que ce sera un vrai objectif. Le match samedi au Vélodrome, il va être très, très important parce qu'on l'a dit, Naïm, on peut potentiellement, si Paris gagne la Coupe de France, jouer le trophée des champions face au PSG la saison prochaine. On sait déjà, Naïm, on va vous régaler, nous, cet été, parce que le mercato, il va être extraordinaire. Je pense que tout le monde se dit la même chose, c'est-à-dire qu'on a réussi à ramener des joueurs improbables sans Coupe d'Europe, mais Mehdi, El Magnifico, il va nous ramener du très très lourd et on sera là avec Naïm, pas pour vous faire la gazeta des transferts, mais pour parler foot. On va vous dire quel va être l'apport, s'il apporte, signe son jeu de mots, quel va être l'apport d'un joueur, quelles sont ses qualités, ses défauts. On sait, cette saison, on vous le dit, parce que à tous les auditeurs, Naïm, on a été accrédité en conférence de presse. Et quand vous arrivez pour la première année, comme un média comme nous, en conférence de presse, en fait, vous n'avez pas encore la possibilité de pouvoir poser des questions. Donc, il faut attendre un peu de temps, il faut être patient pour pouvoir poser des questions peut-être peut-être la saison prochaine. Et Naïm et moi, ça au départ, on ne le savait pas. Et quand on est accrédité, on était tout contents, tout foufou. On s'est dit, première conférence de presse, il y a Brassier. Et Naïm et moi, je dis à Naïm, et avec Romain, qui est notre journaliste qui est présent en conférence de presse, je dis, Romain, s'il te plaît, pose juste une question à Brassier, demande-lui juste une chose, s'il est prêt psychologiquement à toucher plus de 100 ballons par match, à la jouer dans sa propre surface de réparation et à être capable d'aspirer l'adversaire et d'être capable de jouer pied droit ou pied gauche. Tu vois, Naïm s'est dit, parce que c'était l'inquiétude que moi et Naïm avions sur ce joueur-là. Je me suis dit, est-ce qu'il est capable de jouer, de servir? Il faut être technique. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'analyser les joueurs qu'on recrute parce qu'ils sont très rarement dans la configuration où ils seront à l'OM. Tu vois, on pense à Medina,
Donc, quand je le regarde, moi, je le trouve vraiment extraordinaire, ce joueur. Très bon dans l'engagement, la relance et tout. Ouais, Et on se demande, est-ce qu'il est capable de couvrir quand même les 50 mètres dans son dos? Est-ce qu'il va vite? Il a l'air, mais sauf que quand il y a lance, tu fais jamais des sprints de 50 mètres dans ton dos. Donc, on a la certitude. Donc, ouais, c'est compliqué, mais c'est sûr que on a confiance en Mehdi Benatia. Bah, normalement, j'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre, Naïm, parce qu'on ne sait jamais avec ce club. Mais normalement, tous les étages sont alignés. S'il n'y a pas de problème entre Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui souhaitent participer à la Ligue des Champions. On a une équipe dirigeante qui est en phase sur le projet de l'Olympique de Marseille. On a tout pour vivre un été extraordinaire. Et moi, je le dis toujours, et je vous le répéterai pendant tout l'été, tant que les matchs n'ont pas commencé, on a le droit de rêver. et c'est une réalité. On peut s'imaginer plein de choses là, avec les recrues qui arrivent. Hein, mais n'oubliez pas une chose. C'est sûr, mais bon, comme tu dis, il faut voir qui restera, qui partira. J'ai vu une phrase de Benassia où Højbjerg lui a dit, tu m'avais dit que ça serait dur, mais je ne pensais pas que ça serait dur à ce point, qui lui rappelle la réalité de la Ligue 1 et de l'OM en particulier. Donc, est-ce que tous les joueurs vont vouloir rester et revivre une année à telle pression? On verra bien. Mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait très peu de changements cet été parce que j'aime beaucoup cette équipe. Et là, il y a beaucoup de joueurs énormément et il y a beaucoup de joueurs de qualité. Et je pense qu'il n'y a pas 50 millions de retouches à faire. Mais bon, ça ne dépend pas toujours des dirigeants. Il y a des joueurs, des fois, qui n'ont pas forcément envie de resubir ça. Je vais même plus loin, mon ami El Gringo. C'est que première année, philosophie en tête maintenant pour les joueurs. Deuxième année, progression de l'effectif. Donc, tu as envie de voir les 6 ou 7 titulaires que tu as cette saison qui sont assez costauds pour passer l'étape supérieure. Je pense à Amine Gouiri, à Mason Greenwood, je pense à Adrien Rabiot, à Pierre-Emile Højbjerg, je pense à Balerdi, à Rouli. Si tu me demandais vraiment le socle, c'est ça de cette équipe-là. Après, il y a des très bons joueurs autour, que ce soit Murillo, que ce soit Rongier. Je pense que après un mec comme Kondogbia, malheureusement pour lui, il s'est enchaîné plus de 3 matchs sans avoir une gêne ou une blessure. Et je pense que c'est encore un peu léger pour ce que veut faire le coach. Et après, bon, le couloir gauche aussi. Donc, quelque part, gros chantier, couloir gauche. Voilà, gros chantier de tout le couloir gauche. Tu as un socle déjà de 6 ou 7 joueurs de très haut niveau qui ont réalisé une très bonne saison. Mais encore une fois, là, si tu as une offre de 80 millions d'euros pour Greenwood, tu as une offre de 50 millions d'euros pour Balerdi, l'Olympique de Marseille reste l'Olympique de Marseille. Et je vais même plus loin en te disant, le talent des dirigeants, c'est de savoir être capable de vendre au bon moment quand tu n'as pas le choix et de surtout trouver qui va pouvoir arriver frais dans le cerveau et être capable aussi d'enchaîner derrière, tu vois. Ouais, c'est sûr. En théorie, personne n'est irremplaçable du moment que tu sais bien le remplacer. C'est la réalité, elle est là. Hein. Quand Gignac fait une très très bonne saison, mais que derrière, tu as déjà prévu Michy, et Michy fait encore une meilleure saison que lui. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, je considère quand même que ça va être très très difficile de remplacer des joueurs comme Greenwood qui n'ont en théorie rien à faire à l'OM. La réalité, elle est là. S'il n'y avait pas eu d'extra sportif, Greenwood, il serait jamais ici. Rabiot, pareil, même si tu as une offre de 20 millions d'euros pour Rabiot, tu auras un joueur à ce prix-là. Donc voilà, écoute, j'espère que l'ossature restera. On verra, il nous reste un très très beau match à vivre ensemble, toi et moi, en regardant les 3 autres équipes se charcler pour la 4e place. N'hésitez pas, ceux qui seront au Vélodrome aussi, si vous voulez qu'on peut se voir un petit peu avant le match. J'ai même décalé la maraude au lieu d'être samedi, je l'ai décalé à vendredi, les gars. Je leur ai dit à mes amis de la rue, je leur ai dit, les gars, samedi, c'est l'apothéose. Samedi, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un tifo incroyable. Des différents groupes de supporters. Il y a l'union et à l'unisson, le Vélodrome sera. Je reçois des milliers de demandes pour les places, les gars. Ça va être très très difficile. Le Saint Graal va coûter très très cher. Et on sera avec toute l'équipe de la Minute OM, on sera tous aux abords du stade avant le match. Donc à tous les gars qui nous ont suivis, qui nous ont supportés, qui nous envoient des messages extraordinaires. Et Naïm, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine, et on va conclure sur ça. Un peu plus long que d'habitude cette vidéo-là, mais je voulais vous le dire, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine que je connais assez rapidement et qui m'a dit, vous m'avez, Naïm et toi, réconcilié avec le monde du média sur l'OM. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous dire. Il m'a dit, je ne me retrouverai jamais dans ce que j'écoutais. J'entendais que du gossip ou des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu.
Et ça, pour nous, c'est une immense satisfaction. Et c'est que le début. C'est que le début de la Minute Tactique sur la Minute OM, les amis. On va essayer de vous amener encore plus loin l'année prochaine. Je pense déjà à la Ligue des Champions. Je pense déjà aux heures qu'on va devoir passer avec Naïm pour préparer les avant-matchs, pour préparer. On va essayer de vous faire les choses en fonction. Vous savez, c'est pas notre métier à nous deux, donc c'est un truc qu'on fait en dehors. Si on ne veut pas se retrouver à la rue, Naïm et moi, l'année prochaine, on va devoir envoyer. En tout cas, Naïm, j'ai envie de te dire encore une fois, merci de m'accompagner dans ce challenge qui est extraordinaire. Et merci encore une fois à tous nos auditeurs, les amis, parce que vous nous régalez match après match, malgré qu'elle a été dure, Naïm, quand même, cette saison, pour conclure, elle a été difficile. Elle est dure. C'est une première pour nous. Toutes les saisons seront dures à l'OM, c'est la réalité, qu'on ne s'attende pas l'an prochain à ce qu'on massacre toutes les équipes. Il y aura encore des blocs bas, ça sera encore dur de les contourner, mais peut-être qu'on aura une meilleure défense qui fait qu'on n'encaissera pas un but sur chaque contre-attaque et qu'on aura plus de talent pour débloquer ces situations-là. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est du bonheur, on est deuxième. Quoi qu'il arrive, on sera en Ligue des Champions l'an prochain et il nous reste une belle fête à vivre au Vélodrome et des dernières vidéos cette saison à faire pour conclure la saison. Écoute, mon ami El Gringo, quand je disais difficile, je disais pour Naïm et moi, parce que préparer des après-matchs après une défaite, normalement, les gars, il faut, pour ceux qui font des soirées arrosées, vous avez besoin des cuvées. Et nous, on a vraiment besoin de. Naïm, quand on a la gueule de bois football ici, qu'elle fait très très mal celle-là. Mais là, aujourd'hui, là, je vois, c'est le sourire. Et on se retrouve très 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 vite avec dès mardi, avec l'interview de Bafétimi Gomis et l'avant-match face à Rennes. Et bien évidemment, je pense qu'on fera un live d'avant-match face à Rennes. Comme ça, on aura toute la communauté. Je sais que vous kiffez les lives. On l'a vu en commentaire. Et on se retrouvera bien évidemment samedi pour le grand match, tous au Vélodrome. Et dimanche pour l'après-match. Et on espère une deuxième place parce que Naïm, on la mérite. Cette deuxième place, minimum deuxième place. Et on rêvera peut-être plus grand l'année prochaine. Allez, l'OM, mes amis. Comme d'hab, l'outro, régalez-vous.